nos participants. Je suis vraiment ravie et honorée de faire partie des modérateurs des webinaires organisés par Bridges to the Future. Et comme tu viens de dire, depuis le Bootcamp 2019, on est resté en contact, Leïla, et je te félicite pour la qualité des sujets, pour le choix des sujets, pour la qualité aussi des speakers. Notre invitée aujourd'hui, Madame Houdé Farah Ksous, tellement j'ai trouvé son curriculum riche que je lui ai demandé comment je vais choisir, qu'est-ce que je vais choisir. Donc, sur quoi je dois mettre l'accent. Houdé est un exemple de réussite à suivre. Elle est experte en commerce international, vice-présidente réseau des femmes leaders du Maghreb. Elle est aussi directrice générale de Creativa Consulting Group. À part, il y a une longue liste des activités et des tasks des compétences de Houdé. Aujourd'hui, il existe une offre pléthorique de rendez-vous événementiels, salons, foires, expositions. Et lorsqu'on travaille dans l'entrepreneuriat, on a toujours besoin de se faire connaître, d'avoir plus de visibilité, de trouver de nouveaux prospects. Donc, aujourd'hui, Houdé, une femme de terrain, elle va nous élucider et nous expliquer de son vécu, des expériences palpables, concrètes. Donc, Houdé, à vous la parole. Super, merci beaucoup Sabrine. Moi, je voulais juste rappeler que la préparation de salon professionnel est par rapport à une entreprise qui prépare un salon et non pas une entreprise qui fait l'événementiel, qui va mettre en place un concept de salon et le mettre en place et le commercialiser. C'est principalement une entreprise dans un secteur de vente de biens ou de la fabrication de biens ou de services qui va participer à un salon professionnel et comment le préparer. Donc, par rapport à ça, ma première question étant, avez-vous déjà participé à un salon professionnel? Il y a Leïla qui va vous avoir l'épaule en bas. Vous aurez à répondre. Donc, je voudrais juste savoir quel est votre degré de connaissance de la participation d'un salon professionnel pour pouvoir, comment dirais-je, diriger ma présentation. C'est envoyé. Donc là, on commence à avoir des réponses. On a 7 personnes qui ont participé. OK. D'accord. Est-ce qu'on a une dizaine? On a 8 sur 9. On a 5. Là, on arrive à 10. Là, on arrive à 10. Ouais. On a 10. Très Donc, bien. Pour le moment, 50% oui, 50% non. Voilà. D'accord. Donc, on est sur un mix. Pour ceux qui connaissent un salon professionnel, celui qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un salon B2B. Ça veut dire c'est un salon de business to business. C'est pas une foire où on va vendre des produits et des services. C'est principalement pour faire de la prospection commerciale. Et donc, c'est principalement des salons qui ont une spécialité. On va dire le salon de l'agriculture, le salon de la technologie, le salon de la relation client, le salon de l'industrie pharmaceutique ou le concert. Il y a vraiment une spécialité par rapport au salon.
Inès pourra nous parler des salons qui sont faits à Francfort, mais un salon professionnel, c'est principalement du B2B et c'est spécialisé. Donc, principalement, les objectifs, normalement, quand on parle d'un salon commercial, c'est signer de nouveaux contrats et développer son réseau, mais il y a aussi, c'est la meilleure façon de développer du contact direct avec les clients. Je sais que ce n'est pas évident durant toute cette pandémie de développer du contact direct, parce que la majorité des salons, pour ne pas dire tous les salons, ont été annulés sur la période de mars jusqu'à septembre. Et ce contact direct permet d'accélérer les relations. Ce contact direct dans un contexte beaucoup plus culturel, on va dire le pourtour méditerranéen, les pays arabes, ils sont plus contact direct et la relation de confiance qui doit normalement prendre un temps pour s'instaurer et c'est très important pour faire du business dans le secteur. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus simple. Un contact avec client peut se faire à travers d'autres moyens technologiques ou téléphoniques pour pouvoir continuer à travailler. Donc, juste, je voudrais rebondir. Il y a Inès qui a une question. Elle dit, je peux donner un aperçu sur les concepts de sécurité sur les salons, les concepts après Covid. Je pense qu'on continue avec Houday. Après, si Inès a quelque chose à ajouter, elle pourra participer. Bien sûr. Donc, je disais, à part l'objectif majeur qui est normalement de signer de nouveaux contrats et de faire de la prospection pure et dure, ça nous permet aussi d'avoir de nouvelles idées et d'être à l'écoute du client, l'écoute du marché pour pouvoir avoir de nouvelles idées et des offres qui peuvent émerger et donc mieux répondre aux demandes. Les salons donnent une dimension humaine aux rapports commerciaux qu'on ne retrouve pas sur Internet ou sur le téléphone. Et il y a des secteurs d'activité où vraiment cette dimension humaine et cette présence est très importante. Je vais donner l'exemple par l'industrie agroalimentaire que je connais bien, sur laquelle j'étais très présente pendant une dizaine d'années. Rien ne peut remplacer le goût, la démonstration, les échantillons qu'on peut prendre pour goûter le produit, pour voir quelles sont les utilisations de ce produit. La même chose peut se faire sur plusieurs salons, par exemple l'automobile. Durant le salon, on offre la possibilité de vivre cette expérience et de rentrer, de tester le produit. Ce n'est pas du tout la même chose quand il s'agit d'autres types de salons. Donc, voilà maintenant quels sont les objectifs en général. Je vais rentrer en plus en détail vers la fin. Donc, mais l'erreur serait de penser qu'exposer sans aucune préparation et que notre seule présence au stand suffirait à conclure des ventes et des relations. Et je connais plusieurs sociétés qui s'inscrivent dans des salons sans aucune préparation, en pensant que déjà le cachet, le budget qu'ils ont mis suffit pour pouvoir attirer de nouveaux clients ou vendre de nouveaux produits. Toutefois, c'est pas du tout je déconseille cette approche parce que c'est un salon professionnel, c'est vraiment beaucoup de préparation et pour essayer de rentabiliser au mieux, parce que l'objectif est de rentabiliser le mieux les investissements sans risque d'être déçu. Je sais que normalement, dans plusieurs secteurs, il y a des salons spécialisés en Asie, en Amérique latine. Et donc, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir prendre le stand, pour pouvoir faire tout ça, il faut énormément de temps et d'argent. Donc, stratégie, hein. Je vois qu'il y a des questions sur le chat. Ah, ça c'est juste. Donc, stratégie. Ma première recommandation, je veux dire, c'est vraiment de développer une stratégie. Quelle est votre stratégie de votre entreprise? Donc, salon ou pas salon, c'est juste une partie de votre plan d'action. Donc, quelle est votre stratégie pour faire connaître vos produits, vos services? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous n'avez pas tout ça écrit et vous n'avez pas un plan d'action avec les ressources à mettre en place, que ce soit des ressources humaines, des ressources financières et des ressources en investissement, ça va être très, très difficile de réussir ce salon. Donc, sans stratégie, ça reste un rêve.
je ne sais pas si vous voyez, si vous étiez sur un salon, mais moi, ça, c'est une photo d'une réelle que j'ai prise sur un hall d'un salon à New York. Vous avez vu le nombre de personnes et le nombre d'espaces. Et donc, imaginez, vous avez pris un stand qui vous a coûté, on va donner un chiffre à ce stand, il va vous coûter environ 10 000 euros pour participer. Je vais parler en euros, en dollars pour que ça soit plus, euh, on va dire, on va pas faire de conversion et parce qu'on a plusieurs pays qui sont parmi nous. Donc, vous voyez, là, c'est un hall. Comment est-ce que je vais vous retrouver, vous, au milieu de ce hall? Sachant qu'il y en a encore 5 d'autres qui sont… Et ça, c'est un salon vraiment très spécialisé. C'est un salon de specialty food, ça veut dire les produits gourmets. C'est très difficile de reconnaître, de vous faire distinguer durant un salon si vous ne le préparez pas à l'avance. D'où l'importance de la stratégie, d'où l'importance de la programmation. Donc, moi, pour vous expliquer un peu mieux, il y a l'avant-salon, il y a 3 phases, l'avant-salon, le durant le salon et le après le salon. Donc, avant le salon, c'est principalement, comme je vous ai dit, votre stratégie, votre plan d'action, vos objectifs. Durant le salon, c'est l'animation de votre stand. Et après le salon, on va voir quelles sont les actions qui vont rentrer à ce niveau-là. Deuxième question, je sais que c'est une question ouverte et moi, je vous encourage à écrire sur le chat pour dire quel est le budget alloué à vos salons. Si vous avez participé ou si vous visitez seulement, quel est le budget qui est alloué à vos salons? Il n'y a pas de réponse. Je suis en train de voir, il n'y a pas de réponse. Bon, j'imagine que vous n'avez pas de… Ah, Salim, 10 000 dirhams. Très bien. C'est l'équivalent de 1000 combien en euros? 1000 euros. 1000 euros. J'invite les autres participants qui ont déjà une expérience dans l'organisation de salons à répondre à la question de Houdé. 2 000 euros, Boshra. 2 000 euros, ok. Très bien. Ben, je vais il y on a, va attendre voilà, il y a Moussad qui vous a répondu. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Oui, effectivement, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais aussi ça dépend des salons qu'il faut choisir. Donc, je vous explique. Vous êtes une entreprise qui vient de démarrer. Votre budget marketing, votre budget de prospection va être supérieur à une entreprise qui est déjà sur le marché, qui a déjà sécurisé une bonne partie de la commercialisation de ses produits et services. Donc, normalement, dans les entreprises, c'est en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires, donc chiffre d'affaires historique ou budget de chiffre d'affaires. Donc, on essaie de ramener ça à des indicateurs qui peuvent nous donner une visibilité par rapport à ces actions et choisir en fonction de la rentabilité de chaque action, quelle est l'action marketing, quelle est l'action de prospection, qui a le meilleur retour sur investissement. Ce n'est pas dans l'absolu, c'est chaque euro, on va dire, dépensé, combien il nous ramène d'euros en chiffre d'affaires ou en rentabilité. Donc, la participation au salon, ça peut être une participation en tant qu'exposant. Et c'est là où on va diriger beaucoup plus ce webinaire. C'est par rapport à la mise en place d'une stratégie pour participer en tant qu'exposant à un salon. On peut aussi participer à un salon en tant que visiteur. Donc, ce n'est pas du tout la même stratégie, mais ce n'est pas du tout la même préparation, on va dire. Donc, dans un salon où on est exposant, on doit prendre un espace et on va le personnaliser pour pouvoir ressortir nos valeurs ou ressortir nos produits ou notre identité visuelle et nous aider à mieux communiquer avec nos clients. Quand on est visiteur, c'est un peu différent. Quand on est visiteur, normalement, on visite un salon pour avoir tous nos clients dans un même salon et on n'a pas besoin de faire
beaucoup de voyages. Ça nous permet aussi de prospecter de nouveau, mais ça me permet aussi de voir quelles sont les tendances, comme j'ai parlé en général au début. Mais ce n'est pas du tout la même présentation. Donc, effectivement, les budgets dépendent de l'entreprise, mais dépendent aussi de la stratégie de l'entreprise et aussi de l'objectif à escompter. Le salon en lui-même, une participation à un salon professionnel dépend aussi du prix du stand. Au Maroc, je vois souvent des participations à des salons professionnels, on parle de mètres carrés et un minimum de 6 mètres carrés. Dans d'autres salons à l'international, il y a différents prix. Ça peut aller jusqu'à 500 000 euros le mètre carré, ça dépend de la notoriété du salon. Comment savoir quel est le salon sur lequel on va participer ou on va être présent? Normalement, et je sais que Inès va faire ça, et normalement on reçoit des appels téléphoniques ou des emails de sociétés qui nous disent qu'ils représentent des salons à l'international et qui sont souvent dans notre région, qui parlent notre langue. Et ils nous appellent pour nous dire, voilà, est-ce que ça vous intéresse de participer en tant qu'exposant au salon tel et tel? Donc, la première réaction est d'envoyer la documentation nécessaire. Quelle est la documentation nécessaire? Quel est le concept du salon? Quels sont les objectifs du salon? Est-ce qu'il a une autorité déjà sur le marché? Est-ce que c'est un nouveau salon? Combien de personnes il compte avoir? Quels sont les sujets qui sont traités? Quels sont les produits ou services qui sont mis en valeur? Quelle est l'offre en général? Et en fonction de tout cela, on va comparer les salons existants et on va choisir quel est le salon qui répond le mieux à nos besoins. Donc, voilà, maintenant on a le salon, on s'est dit voilà le budget, on va dire le salon va nous coûter, la participation au salon va nous coûter 2 000 euros, comme ça on reste sur vos budgets. Donc, on va définir quels sont les objectifs commerciaux. On va aussi choisir une équipe dédiée à ce salon et sélectionner les produits à exposer parce que vous savez, ça peut ne pas être un salon dans votre pays et donc les besoins des clients vont être différents. Et vous partez en Europe, vous aurez des produits qui sont différents et vous partez en Asie, il faut adapter à la culture asiatique. Donc maintenant, on a loué le stand, mais on a besoin de le concevoir. Qu'est-ce que c'est que concevoir? On va appeler à une agence de communication normalement ou un sous-traitant du salon qui va nous personnaliser notre stand pour qu'il soit à notre identité visuelle. Là, je vais revenir pour expliquer comment ça marche, par exemple au Maroc, en Tunisie, dans plusieurs pays à l'international. Inès avait parlé de l'AMDIE et donc il y a des organismes nationaux qui vont faire de la promotion des exportations. Donc au niveau du Maroc, on a l'AMDIE pour tout ce qui est hors agroalimentaire, donc l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Et on a aussi le ACCE qui est maintenant Maroco Foodex. Et donc, c'est l'organisme qui va faire de la promotion des exportations. En Tunisie, on a un autre. En France, il y en a. À peu près dans tous les pays, il y a un organisme qui va faire la promotion de ces exportations. Comment ça marche? Ces organismes, ils vont être contactés directement par les organisateurs de ces salons et ils vont leur demander de s'inscrire, de prendre un espace pour on va dire, pour tout le secteur d'activité ou toutes les entreprises qui sont dans le territoire du pays. Normalement, les anciens, ils sont reconduits chaque année ou chaque 2 ans, mais quand il s'agit d'une nouvelle demande, normalement, ces agences, ils vont venir, ils vont parler avec les associations professionnelles et voir quel est l'intérêt d'un salon ou vous faire peut-être une étude pour voir quel est l'intérêt de ce salon et cette destination par rapport à l'offre exportable de chaque pays. Donc, on va dire que ces institutions vont réserver un espace et en fonction de nombre, ils vont envoyer des questionnaires
aux entreprises qui normalement exportent et qui sont enregistrées déjà chez eux, un formulaire qui va leur demander de manifester leur intérêt pour un salon et de réserver, de donner déjà un accord de principe. En fonction de tout cela, ils vont ramener cette information et se dire, ben, pour les 100 mètres que nous avons 10 sociétés qui ont confirmé leur intérêt. Donc, on va diviser le métrage qu'on a sur ce nombre de sociétés. On va voir combien ça coûte pour monter tout le salon, transporter les échantillons et tout ça, et on va nous donner un prix subventionné. Ça veut dire que cette institution va prendre du budget de l'État qui est de la promotion des exportations et va subventionner. Au Maroc, on est subventionné à hauteur de 80% du coût global de la participation au salon hors communication. Donc, tout ce qui est insertion publicitaire, affichage sur les lieux n'est pas pris en considération, mais juste la partie exploitation, on va dire, du salon. Donc, maintenant qu'on a loué le salon auprès de l'institution, et moi, je vous encourage, si vous n'êtes pas encore référencé chez ces personnes-là, il faut absolument que vous soyez référencé et de le faire. Est-ce qu'il est nécessaire d'intégrer dans le processus de préparation la culture des clients? Oui, on va y arriver. On va y arriver. Ben, effectivement, c'est important. Même quand on fait de la conception avec les organismes, on a besoin de valider. Il y a une charte graphique normalement par pays, mais qui prend en considération les spécificités du marché, les spécificités des couleurs aussi, les spécificités de plein de choses pour qu'on ne soit pas aussi offensif à ces personnes quand on va les voir. Donc, on réserve. On a dit on va réserver. On va connaître notre emplacement. Un emplacement va être le hall X, l'emplacement, l'aile L et notre numéro. Et donc ça, c'est important parce qu'il est très important pour notre communication, pour pouvoir nous localiser par rapport à ça. Réserver les moyens de transport de matériel, s'il y a du matériel, parce que normalement, quand vous partez à un salon et qu'il s'agit de biens, on ne parle pas de services, quand il s'agit de biens, ben, on a besoin de les transporter, quand il s'agit d'artisanat, ben, on a besoin d'avoir un échantillon des produits qu'on fait pour faire vivre cette expérience aux clients. Quand il s'agit d'agroalimentaire, on a besoin de préparer ces échantillons et les échantillons à donner, les échantillons à ouvrir pour les dégustations et les échantillons à mettre sur le cooking show. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, cette partie des échantillons, bah, il faut les transporter. Pour pouvoir les transporter et transporter, je dis n'importe quoi, vous voulez faire des tagines directement sur le salon, bah, vous avez besoin du tagine, vous avez besoin du fourneau, vous avez besoin de plein de choses. Il faut être au courant de la réglementation des lieux des salons. Principalement sur plusieurs salons, vous n'avez pas le droit d'utiliser du butane, vous n'avez pas le droit de faire open flames, vous n'avez pas le droit de faire du charbon parce que ça peut être une source de problèmes pour le salon. Donc, il faut ramener un fourneau, par exemple, électrique. Parfois, ils vous disent non, vous n'avez pas le droit de le faire. On a dédié des espaces. Donc, il faut connaître comment ça marche pour pouvoir déjà travailler sur votre stratégie. Ces échantillons, si vous partez avec un organisme, ben, l'organisme va vous envoyer toute une liste de la procédure qu'il faut faire, quelles sont les étiquettes qu'il faut mettre, quels sont les documents qu'il faut demander à l'avance, que ce soit des documents d'origine pour prouver l'origine des produits, phytosanitaires, sanitaires, pour l'artisanat aussi. Est-ce qu'il y a le plan, il n'y a pas le plan? Bah, tout ça, est-ce que ça répond aux exigences du pays exportateur? Soyez très vigilants sur des pays où la réglementation est très stricte. Par exemple, aux États-Unis, il y a des produits, ils nous demandent de faire des produits, vous savez, quand vous envoyez un produit, vous avez une position tarifaire, donc une nomenclature tarifaire qui s'appelle le système harmonisé au niveau de la douane. Ben, au niveau des États-Unis, ils ont encore un système
américains. Donc, il faut rentrer sur leur site web et essayer de composer le nouveau code pour qu'il soit sur votre facture pour pouvoir envoyer ces marchandises. Si vous ne faites pas cela, qu'est-ce qui risque d'arriver? Vous avez votre produit qui est bloqué. Je me rappelle, avant, on faisait des mini poivrons qui étaient farcis au thon et au fromage. Et donc, c'est un produit mi-végétal, mi-animal. Et sur leur réglementation, il était très difficile de faire les deux. Donc, il fallait choisir si c'est un produit végétal, si c'est un produit animal. Donc, à chaque fois qu'on le déclarait animal, ça ne passait pas. On le déclarait végétal, ça ne passait pas. Donc, la troisième année, je me suis dit, ce n'est pas la peine, je vais l'envoyer à quelqu'un avec un transporteur. C'était à l'époque TNT. Et je vais les récupérer une fois que j'arrive à New York. Il a été livré. Et le lendemain, ils sont revenus pour les reprendre et dire non, ça ne passe pas par rapport à l'USDA. Donc, vous risquez de ne pas avoir un échantillon, vous risquez de ne pas pouvoir montrer vos produits si vous ne faites pas la partie réglementaire à l'avance pour pouvoir référencer votre produit. Donc, sélectionnez qui va être hôte ou hôtesse. Si vous faites un salon en Chine, j'imagine que vous ne parlez pas bien mandarin ou vous parlez juste un tout petit peu mandarin et vous avez besoin de quelqu'un. On est sur un salon professionnel qui comprenne la langue et qui peut communiquer clairement et efficacement avec vos clients. Donc, il faut être très vigilant par rapport au choix des hôtes et des hôtesses. À mon avis, ça coûte moins cher de prendre un hôte ou une hôtesse locale que de transporter une personne avec vous. Toutefois, c'est une personne qui ne travaille pas pour vous, qui ne connaît pas les produits et services, qu'il faut principalement former à l'avance et qu'en fin de compte, le contact va s'arrêter principalement au niveau de salon et ne va pas aller plus loin. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais pour des raisons de rentabilité, ça coûte moins cher. Donc, mettre au point une politique promotionnelle et j'ai vu un commentaire, attendez, je vais voir le nom, je ne sais pas si c'est Mehdi qui avait dit. Il y a Mourad qui... Voilà. Est-il nécessaire de préparer un plan de communication? Exactement. Il faut absolument avoir un plan de communication. Un plan de communication multimédia, principalement commencer avec ceux qui sont vos clients, premièrement, en les avisant que vous avez un salon, vous pouvez le mettre sur votre site web, sur vos réseaux sociaux. Moi, je le mets aussi sur la signature des emails, donc tous les emails de la société, de tous les membres de la société, que ce soit sur les achats, la qualité, tous ils vont mettre nous participants ou là nous exposons au salon tel et notre stand est tel pour confirmer un rendez-vous, prière de prendre contact avec la personne ou carrément que ça soit cliquable et donc il y a un lien hypertexte qui va envoyer directement sur soit un email, soit une page où on va collecter ces informations pour préparer le salon. On peut aussi prévoir des insertions pub sur le pays de destination comme sur les grandes magazines un peu sectoriels et avancer sur ce sujet-là. Il y a Moussaïd qui nous dit comment garantir que la personne locale choisit à bien présenter vos produits. Non, vous serez avec elle. Moi, ce que je fais normalement, c'est que je m'adresse à l'équivalent de Annonce Maroc et aussi je vais mettre une annonce en disant, moi, je recherche une personne qui pourra être hôtesse, qui parle telle langue, qui a telle qualité, et je vais recevoir des CV avec des prétentions de salaire, on va dire, pendant ces jours-là. Je vais choisir en fonction de ce que je vois, de l'expérience, de tout ça. Je vais prendre contact avec cette personne à l'avance. Je vais lui envoyer les documents que j'ai à l'avance. Je vais la voir la veille du salon et je vais lui expliquer ce que je veux.
quelles sont les tâches qu'elle doit faire. S'il y a une checklist, lui donner la checklist et de lui expliquer la procédure que je veux mettre en place pour pouvoir garantir la qualité du service client au niveau du stand. Ça dépend des salons. Il y a des salons où il n'y a pas beaucoup de personnes, mais il y a des salons où c'est vraiment il y a énormément de personnes, mais pas fortement, c'est pas très spécialisé, donc il y a un peu de tout. Je vais citer par exemple, au niveau du secteur agroalimentaire, encore une fois, c'est le secteur que je connais le mieux. Il y a le GoalFood. Le GoalFood, c'est le plus grand salon annuel d'agroalimentaire dans le monde. Il y a des personnes qui sont sur les listes d'attente pendant 2 ans et n'arrivent pas à avoir un espace. En parlant d'espace de 6 mètres carrés, c'est vraiment le salon. Pourquoi? Parce que premièrement, il est à Dubaï et donc le visa est beaucoup plus simple. Le visa, il est électronique, donc on n'a pas les problématiques que nous avons avec l'Europe. Il y a aussi une meilleure desserte de plusieurs pays africains et asiatiques. Et il y a un peu de tout. Donc on peut venir là-bas, on peut venir là-bas et avoir un peu de tout. On va acheter un peu de tout. Il y a qui me dit, il y a Hichem qui me dit Anouga ici à Paris. Anouga ici à Paris, c'est biannuel. Le salon, le GoalFood, c'est le plus grand annuellement. Et, Il y donc. Il y a Smeni qui vous demande comment faire avec les concurrents. Mais là, je voudrais faire un peu de récapitulatif. Donc, Houdé, vous avez parlé de 3 phases, de l'avant, de salon, du durant salon et l'après-salon. Et maintenant, vous avez détaillé un peu l'avant-salon. Il faut définir les objectifs pour rentabiliser le mieux. Il faut définir la stratégie. Vous avez aussi parlé des démarches administratives, de la politique promotionnelle et de la planification. Maintenant, selon la question de Abdelmottaleb, il parle de comment faire avec les concurrents. Je suppose que ça sera durant le salon, le jour J. C'est ça? Ben, j'imagine que c'est avant et durant. Hein. D'accord. Donc, à mon avis, hein, il faut se faire distinguer, il faut savoir ce qu'ils font et il faut trouver un moyen de communiquer. Il y aura toujours plusieurs concurrents sur le marché, que ce soit concurrents locaux, concurrents internationaux. Ben, il faut comprendre qu'est-ce qui nous distingue des autres et qu'est-ce qu'on veut faire pour nous faire distinguer. Mais je rappelle encore une fois que sans préparation à l'avance, sans faire de la prospection à l'avance et se donner rendez-vous durant le salon, vous aurez beaucoup plus de retour sur investissement, je vais dire. Donc, maintenant, pour Abdelmottaleb, c'est pas Abdelmottaleb, si, que je salue d'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes, pour ceux qui ont participé au salon, quels sont les indicateurs de performance pour qualifier la réussite de votre salon? Donc, pour vous, comment vous la qualifiez? Quels sont les indicateurs sur lesquels vous vous basez pour vous dire, oui, on a fait un bon salon ou là, on a fait un mauvais salon et on ne refait plus? Commande concrète, d'accord. En nombre ou là en chiffre à Hichem? C'est en montant ou là en nombre? Hichem Ben, en chiffres. En chiffres, d'accord. Promotion. Brad, promotion. Qui dit mieux? Si on retourne avec un seul client, j'ai déjà gagné. Très bien. Chiffre d'affaires, avis de visiteurs. Okay. Très bien. Vous voyez, il y a certains d'entre vous qui ont des indicateurs qualitatifs et d'autres qui ont des indicateurs quantitatifs. Et effectivement, sur un salon, on a les deux. On a le quantitatif et on a le qualitatif. Pour ceux qui vont à un salon la première fois, je vous dis que vos chances d'avoir des commandes, ils sont très, très, très petites. Je vous le dis en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que même en étant une entreprise qui était sur le marché pendant 40 ans, il était très difficile d'aller sur un nouveau salon, une nouvelle destination et de sécuriser tout de suite une commande. Les gens, ils ont besoin de vous voir,
et vous revoir pour vous faire confiance, surtout quand j'ai dit des cultures qui sont beaucoup plus orientées, expérience et autres. Donc, effectivement, parfois, il y a un seul client qui peut rentabiliser la participation à plusieurs salons, mais l'objectif est toujours dans le long terme. On a besoin de garantir une source de prospects. Je ne sais pas comment, si votre anglais est bien, mais vous êtes sur le lead generation. Donc, vous faites de la prospection, vous avez besoin d'entretenir ces leads, ces prospects, et donc créer un vivier pour pouvoir les rentabiliser ou les convertir au fur et à mesure que vous allez. Sur un salon, vous pouvez avoir le nombre de visiteurs. Si par exemple, vous avez un salon nouveau et vos concurrents ou vos amis vous disent moi j'ai eu 10 contacts sur ce salon, vous vous dites j'ai besoin de faire au moins 10 contacts pour être au même niveau. Le nombre de visiteurs n'est pas souvent n'est pas le meilleur indicateur de performance, sauf si on a une marque, on veut introduire un nouveau produit et faire et montrer au plus de nombre ce produit-là ou ce service pour pouvoir leur donner envie de l'acheter quand ils vont le voir, ou au moins brand awareness, donc augmenter la visibilité de votre marque. Par contre, d'accord. Vas-y. Il y a Moussad qui vous demande que faire pour les concurrents qui espionnent vos idées. C'est pour ça qu'on va au salon, c'est pour espionner les autres. Hein. On le fait pas, on ne paie pas autant pour aller, pour rester. Non, tout le monde fait de l'espionnage. On n'appelle pas de l'espionnage, on l'appelle de la veille concurrentielle. Donc ça, c'est pour être politiquement correct. Donc on va dire de la veille concurrentielle et on va voir exactement ce qui se passe sur le marché. Est-ce qu'ils vont nous prendre nos idées et nos produits? J'en doute très fort. Je vais vous raconter l'histoire. Où dans la société où j'étais, nous avions une petite poche de 30 grammes d'olives marinées qu'on vendait à des millions d'exemplaires un peu partout dans le monde. Donc, on était presque sur 27 pays. À la fin, on était sur 35. Et donc, on avait un concurrent qui était le plus grand producteur d'olives en Californie qui venait à chaque salon chez nous et chez nos clients. Parce que nous, on est le producteur et nos clients, il a la marque, donc il fait la commercialisation. Il prenait des échantillons, il demandait des fiches techniques, il demandait des fiches de logistique. Et à la fin, pendant 3-4 ans, ils sont en train, comme vous dites, de faire de l'espionnage, de prendre des produits, de faire du reverse engineering pour essayer de développer ce produit, sachant qu'on était les leaders mondiaux sur le produit du snacking olives. Tous nos concurrents étaient à 100 000, à 10 000, on va parler d'unités, et nous, on était à plus de 5 millions d'unités. Donc, et à la fin, une fois, ils sont venus et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, il vaut mieux que vous ne... Parce qu'à chaque fois que vous venez, vous laissez votre carte visite, on essaie d'avoir un suivi à votre carte visite et en fin de compte, vous ne donnez pas suite, vous revenez l'année d'après et vous demandez encore les mêmes informations et si on ne vous les envoie pas et si on vous demande de prendre contact par téléphone, vous n'acceptez pas, il y a quelque chose qui cloche. Ils nous ont dit, nous, on est plus grand que vous, on n'a pas besoin de vos produits. Bon. Je dis, mais pourtant, vous venez chaque année. Et à la fin, ils ont dit, effectivement, on était en train de voir quelle est la rentabilité des deux et quel est l'investissement à faire par rapport aux deux. Si on fait de la poche, on fait de la barquette et en fin de compte, on est parti sur la barquette. Mais après 4 ans ou 5 ans d'espionnage, ils n'ont pas pu le faire. Ils étaient plus grands, ils avaient plus de moyens, ils avaient accès, ils étaient aussi producteurs, ils étaient aussi intégrés. Oui, on peut faire de l'espionnage, mais si on n'a pas d'action, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas une volonté et des clients surtout qui vont prendre le produit, ça ne sert absolument à rien. On fait tous de l'espionnage. Donc ça, c'est pour répondre à Moussaïd. Vous avez parlé, Houdé, il y avait une question il y a quelqu'un qui a demandé
quelle spécificité par rapport quelle est la différence d'une exposition par rapport à une autre ou d'un pays ou à un autre? Le même produit, si vous allez l'exposer au Moyen-Orient ou vous allez l'exposer en Amérique ou en Europe, quelles sont les précautions à prendre ou comment vous faites? Ben, il y a une partie de l'adaptation qu'il faut faire. Ben, sachez qu'il y a des couleurs ou des noms qui ne sont pas acceptés dans plusieurs cultures. Il y a des produits qui ne sont pas acceptés dans plusieurs cultures. Je vais parler de sociétés qui font des produits à base de viande porcine. Ce n'est pas la peine d'aller au Gulf Food, ce n'est pas la peine d'aller à des salons sur le Moyen-Orient ou dans les pays islamiques, ça ne passera pas. Donc, ce n'est pas des pays consommateurs de viande porcine. Donc, s'ils veulent venir, ben, ils ont besoin d'avoir des gammes qui sont soit halal, soit sans viande porcine, soit sans additifs. Il y a aussi la partie adaptation de l'étiquetage par rapport aux clients potentiels. Si vous allez dans un pays arabe, ben, il faut au moins avoir l'arabe qui est écrit sur les étiquettes pour pouvoir donner plus d'informations. La même chose va avec les, les prospectus, les flyers, les brochures. Il faut parler la langue de ceux où vous allez être pour mieux impacter. Euh, et, euh, et aussi, Inès qui nous dit, elle a aussi un exemple d'un client artisan. Il a vu la copie de son produit, il l'a prise comme compliment. Il m'a dit que les autres peuvent le copier, mais le développement de l'original, toujours chez lui, il reste toujours le designer car il protège son design. Oui, ça peut être aussi une autre approche. C'est bien, quand on est copié, ça veut dire qu'on a réussi. Hein. Ça, c'est la règle en général. Donc, pour revenir, oui, il faut s'adapter. Il ne faut pas aller sur un salon où on n'est pas bien préparé. Il y a un salon qui s'appelle le MIHAS qui est à Kuala Lumpur. C'est un salon spécialisé dans les produits halal. Donc, il faut avoir une certification halal. Ce n'est pas parce que vous avez fait de votre produit à base de produits végétaux, par exemple, que c'est du halal. Et donc, il faut avoir les certifications qui vont avec. Tous ceux qui vont aller sur des salons, et moi j'en ai fait, hein, je suis partie en Angleterre il y a quelques années. À chaque fois que je parlais avec quelqu'un, il me disait, est-ce que vous avez le BRC, British Retail Council Certification? Je ne l'avais pas. Je dis, bah, moi j'ai l'IFS. Non, non, ça ne marche pas ici. Ça marche pas ici. Et donc, en fin de compte, on était obligé d'avoir cette certification avant de pouvoir revenir sur le salon en Angleterre pour vendre les produits parce que ça ne passait pas. Donc, il faut être au courant des exigences du marché avant de le faire. Concernant l'adaptation du produit, si je vais à Tunis, ben, je vais faire des produits avec les rissas ou des produits qui sont beaucoup plus épicés parce que je sais très bien que c'est la tendance. Si C'est je vais l'Inde en Inde, du Maghreb. c'est l'Inde du Maghreb. Ben, effectivement, quand on avait des clients en Inde, le pourcentage, on va dire, l'intensité du piquant, elle était différente parce qu'ils trouvaient que c'était pas piquant du tout. Pour nous, ce qui est piquant, c'est pas piquant pour eux. Et donc, normalement, on a développé des produits principalement pour eux. Je me rappelle, il y avait un Indien sur le Gulf Food qui allait mourir si je lui donnais pas un échantillon de poivrons fermentés. Il m'a dit, j'en ai besoin. Je dis, je n'ai que le grand. Il a insisté, il est revenu le dernier jour pour le prendre avec lui. Il m'a dit, c'est exceptionnel. Mais on ne peut pas le vendre chez lui parce que c'est très cher. Today, il y Quel a est Mossad, oui, qui demande l'autorité qui livre les certificats. Ben, ça dépend. Sur l'agroalimentaire, ben, vous avez l'ONSA et vous avez le ACCE. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer mieux les abréviations parce que... D'accord. L'ONSA, c'est l'Office national de sécurité, on va dire, alimentaire. Il y a deux choses. C'est eux qui réglementent tout ça. Le processus de certification, ben, Imanor, il a des certifications par produit, sinon par label. Par exemple, si vous avez halal, vous devez suivre le référentiel d'Imanor. Donc, oui, ça c'est pour le certificat halal. Mais c'est une certification qui se fait en amont. Et donc, le certificat va durer, c'est une certification sur 3 ans principalement. Elle n'est pas très chère au Maroc, mais il faut avoir le système de management qualité qui va avec.
Il y a Inès qui dit que sur Beauty World à Dubaï, on demande les certificats bio pour les produits cosmétiques. Oui, donc le bio aussi, c'est une certification qui se fait à l'avance, c'est pour la gamme de produits. Et normalement, il y a EcoCert, il y en a d'autres qui vont faire des certifications, mais c'est encore une fois, c'est un système de management de traçabilité et de la qualité. Donc, il faut avoir, vous ne pouvez pas avoir un produit bio ou un produit halal si toutes les personnes qui sont dans votre chaîne de valeur n'ont pas aussi la certification halal. Donc, d'accord. Il y a Nassiri qui demande l'importance et de l'apport du design thinking pour la réussite de la participation au salon des entreprises. c'est en amont ou là, durant? Faut savoir, le design Voilà. thinking, c'est une façon de rentrer un peu plus en détail pour essayer de trouver des solutions assez rapidement. Mais croyez-moi, dans un salon, vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Donc, moi, je préconise que ce soit à l'avant, donc en amont, pour pouvoir essayer d'adapter le plus votre produit ou votre participation à ce salon-là. Donc, quel est le processus de certification? Leïla pour te répondre beaucoup plus sur cette partie-là, mais normalement, ça dépend de votre service qualité, de votre service gestion de management qualité, parce qu'il faut voir quel est le référentiel qui est demandé et quels sont les enregistrements que vous avez, comment vous les traitez pour pouvoir garantir cette certification. Mais pour le halal, je me dis quelques mois à un an. Ils vont passer une fois pour faire de l'audit, ils vont vous répondre, vous corriger, ils reprennent encore une fois, ils repassent encore une fois, mais je pense que c'est 2 à 3 fois par 3 ans. Et c'est un certificat qui part 3 ans. Je rappelle, vous ne certifiez pas l'entreprise halal, vous certifiez les produits halal. Donc, c'est une approche produit et non pas une approche entreprise. Ce n'est pas le management ISO 9001 où c'est la gestion de l'entreprise ou la gestion de l'environnement en 14000, mais principalement, c'est des produits. Donc, à chaque fois que vous avez un nouveau produit, vous devez absolument le certifier ou le rajouter sur la liste de certification pour le prochain passage des, des auditeurs. Ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Même si vous avez un client qui vous demande demain de certifier le produit, mais il faut voir avec la disponibilité du comité des auditeurs pour pouvoir passer. Donc, oui, merci Abdelmoutaleb. Oui, donc ça, c'est l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. C'est lui qui gère principalement tout ce qui est sécurité de l'alimentation, des produits phytosanitaires. Donc, ça veut dire les engrais, les pesticides et tout ce qui va avec, aux semences, voilà, aux semences, à tout jusqu'au produit fini, que ce soit en importation et à l'exportation. Et normalement, ils travaillent avec les autres organismes à l'international. Je rappelle encore une fois que la réglementation change de pays en pays et que je vais vous raconter pour l'anecdote un problème qu'un de mes concurrents avait eu il y a quelques années par rapport au chlorépériphos. Sabrine, ça te dit quelque chose? C'est un herbicide, c'est ça? Exactement. Pesticide, Donc, oui. c'est un chlorépériphos, c'est une molécule qui est normalement sur des pesticides ou un herbicide et qui s'est retrouvée comme par hasard sur un produit fini d'olive noire en rondelles destiné aux États-Unis qui a été bloqué par l'USDA. L'USDA, c'est l'équivalent de l'ONSA chez eux pour le résidu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Normalement, les olives, principalement au Maroc, n'utilisent pas le chlorépériphos. Même chose en Tunisie, c'est plutôt. Généralement, on le fait en agriculture biologique. Palmier, dattier et olivier, on ne traite pas. Effectivement, donc la majorité, à l'époque, j'étais présidente de la FICOPAM, donc la fédération, et ils sont venus nous voir. On a essayé de voir comment ça marche. On dit, est-ce que c'est de la contamination de croisée? Parce qu'ils achètent de quelques
de quelques producteurs qui ont de l'orange et que sur l'orange, c'est OK, c'est pas de problème. Donc, je rappelle que cette molécule est OK pour tout ce qui est frais, mais elle n'est pas OK pour tout ce qui est transformé. Pour rappeler, les résidus, le pourcentage des résidus est différent des États-Unis qu'en Europe. En fin de compte, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et pour ces raisons-là, les 27 conteneurs ou un peu plus, je pense, ils ont été redirigés vers le Canada parce que le Canada avait une réglementation beaucoup plus qui accepte souple que celui des États-Unis. Donc, c'est très important. Ils ont tout fait, ils ont fait tout par la lettre. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui va surgir. Et ces taux-là, ils changent chaque fois. On va dire la même chose pour les métabisulfites, qui sont normalement des résidus acceptés par plusieurs pays, mais en Europe, la tolérance est très très basse. Aux États-Unis, la tolérance est plus grande, mais ça peut changer du jour au lendemain. Omar qui dit pour certifier un faux halal, il faut 1 à 3 ans. C'est un peu long. Non, 3 ans, c'est quand il passe, vous avez un certificat pendant 3 ans. Je répète encore que ça dépend de votre capacité à gérer la gestion de la paperasse en interne selon le référentiel d'Imanor. Si vous travaillez jour et nuit, vous êtes une entreprise qui vient de commencer, vous pouvez le faire en 2-3 mois, il n'y a pas de souci. Juste qu'à chaque fois que vous voulez rajouter quelque chose, ça prendra plus de temps parce qu'il faut qu'il revienne pour auditer cette partie-là. Donc, la préparation généralement du salon commercial, on devrait commencer au préalable, vous avez dit 3 mois, 2 à 3 mois, c'est ça? Premièrement, l'idéal, c'est d'avoir une visibilité annuelle et de se dire, voilà, personnellement, normalement, le ACCE ou la Maroco Foodex sur l'agroalimentaire, ou sinon la MDE au Maroc, comment ça s'appelle en Tunisie, j'ai oublié. Je vais le retrouver. Oui, je ne sais pas. Et donc ces organismes, ils vont contacter les entreprises pour leur donner le programme annuel des participations au salon. Ils vont leur dire de choisir. C'est important, ça vous donne aussi une visibilité par rapport à votre budget, quel marché vous intéresse le plus ou quel est les produits que vous voulez vendre. Et donc, en fonction de ça, vous avez une visibilité. Mais un salon, normalement, elle se fait vous avez besoin de 4 à 3 mois de préparation en amont. De préparation en amont, ok. Oui. L'inscription se fait 9 à 10 mois, effectivement. Ça se fait 1 an à l'avance pour les pays, ça se fait 2 ans à l'avance. Parce que c'est quand il s'agit de salons biannuels comme le Ciel et la Nougat, c'est 2 ans à l'avance. Quand il s'agit de Cold Food, c'est 1 année à l'avance. La même chose pour les salons aux États-Unis et autres, quand ils sont annuels, dès qu'on termine, on va voir ce qu'il en est et on confirme et on valide le tout en fonction de l'emplacement 9 à 10 mois à l'avance. Il y a toujours des négociations qui se font à la fin. Pourquoi dans cet espace, pourquoi pas dans cet espace-là? Si on vous prend ça, ça dépend aussi de l'offre de la demande, mais ça reste de la négociation. Ça prend beaucoup de temps. Par contre, la communication entre ces organismes et les entreprises, comme je vous ai dit, normalement, ils communiquent au début d'année et ensuite, ils vous communiquent 2 mois environ avant le salon. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre les 2 mois avant le salon pour préparer vos échantillons, pour préparer votre stratégie et de préparer tout ça. Vous avez besoin de vous préparer à l'avance. Si vous avez des certifications à faire, vous les faites. Si vous avez des passages à faire, vous les faites. Et donc, il est indispensable. Le CEPEX, voilà. Le CEPEX et le NAT. Merci Inès. Merci Inès. Et effectivement, vous avez besoin de tout préparer. Tout préparer. Si vous êtes dans les services, vous avez sorti, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui a dit, Omar, qui avait dit, il est en génie électrique, vous avez un nouveau procédé électrique, vous avez besoin de filmer une vidéo pour vous expliquer la procédure, faire la démo, proposer tout ça sur le salon, il faut le faire à l'avance. Si ça prend beaucoup plus de temps que le mois, il faut le faire à l'avance. Donc, voilà pour...
Quel est le meilleur emplacement du stand, disons, de votre stand dans l'exposition? Et comment garantir un meilleur emplacement, en fait? J'ai eu tous les emplacements qui peuvent être possibles et imaginables durant le salon. Il n'y a pas un qui est le meilleur. Et moi, je me dis, il faut communiquer à l'avance. Il n'y a pas mieux que l'emplacement que vous communiquez à l'avance où vous prenez le plus de rendez-vous. Donc, je vous explique. Normalement, dans un salon typique, traditionnel, comme vous voyez sur la photo, ben, il y a deux façades. On va parler de façade. Donc, celui-là, il est beaucoup plus ouvert. Il est sur deux façades. Normalement, il est sur le coin, entre une grande avenue et un couloir. Et donc, il a plus de visibilité parce qu'il va prendre les gens qui sont sur la grande avenue et les gens qui sont sur la petite ruelle, on va dire. Mais ce n'est pas toujours vrai parce que souvent, c'est des stands où il y a beaucoup de problèmes de sang. Donc, comme il y a beaucoup de personnes qui se parlent et qu'il y a des annoncements, on ne peut rien en écouter. Et donc, en fin de compte, ce n'est pas très agréable de passer beaucoup plus de temps pour parler. Il faut hurler et à la fin, les clients, ils partent. Donc, il n'y a pas de meilleur emplacement. Je me rappelle, il y a quelques années, sur le Cial, par exemple, à Paris, le pavillon marocain, il était très, très lent, très lent. Et c'était first in, first to choose. Donc, les emplacements étaient aléatoires et on nous a donné un stand qui était petit, qui était entre plusieurs et qui était devant on va dire, l'issue, l'exit pour pouvoir rentrer de la marchandise. Il était très froid, très, très froid. Et qu'à la fin, on a eu plus de clients que ceux qui étaient devant et qui étaient beaucoup plus éclairés et beaucoup plus animés parce que ça faisait chaud, il y avait trop de vacarme et les gens avaient besoin d'aller un peu derrière pour prendre de l'air. Donc, il n'y a pas un meilleur emplacement que d'autres. C'est vrai que normalement, la double façade, c'est une bonne façon de promouvoir. Si vous avez une visibilité, vous êtes là pour des objectifs beaucoup plus qualitatifs et donc pour la visibilité de votre marque. Mais il n'y a pas de bon emplacement. Donc, c'est de la planification. Merci Inès pour le confirmer. C'est principalement de la planification. Donc, si vous avez des rendez-vous, les gens ils vont venir, s'ils n'arrivent pas à vous trouver, ils vont vous envoyer un message, ils vont vous appeler au téléphone pour que vous puissiez leur expliquer. Vous pouvez toujours utiliser les réseaux sociaux pour parler de votre stand. Moi, souvent, quand je rentre, je fais du Instagram ou je fais du Facebook, je fais des lives pour expliquer comment on rentre pour aller. Et donc, les gens, ils peuvent toujours choisir cette option-là. Donc, encore avant le salon, Internet, téléphone, tout ça, c'est important. Mais normalement, quand vous passez avec un organisateur comme le SAFEX ou le CEPEX ou l'ANAT, c'est eux qui s'en occupent. Mais il faut toujours leur poser la question s'il y a Internet sur le stand parce que c'est important de garder contact, spécialement si vous avez des clients, si vous n'avez pas un téléphone sur place. Préparer les fiches de prospects et clients. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche de prospect? Si vous avez un management qualité chez vous, vous avez besoin de tracer toutes ces personnes-là et de voir comment ça marche, mais principalement pour vous qu'en interne, vous avez des fiches à remplir sur le salon. Ces fiches-là peuvent être informatisées si vous avez un CRM, mais il faut absolument connaître quels sont les besoins de ces clients, quels sont ces clients potentiels, est-ce qu'ils sont venus, quel est le moyen avec lequel ils sont venus jusqu'à chez vous pour essayer d'avoir des informations qui peuvent vous permettre de diriger mieux votre stratégie dans l'avenir. Donc, vous envoyez des invitations. Souvent, quand on va dans un salon, vous aurez droit à des invitations gratuites. Normalement, les salons sont payants. Et ces invitations, vous pouvez les partager avec vos clients pour qu'ils puissent venir. Donc, organiser le départ.
D'accord. Non, je vais vous laisser continuer votre présentation, mais avant ça, je voudrais si vous pouviez répondre à la question de Abdelmottaleb, et puis on continue parce que là, le temps presse. Ah, Une d'accord. dernière question qu'on prend avec Abdelmottaleb, et puis je demande à notre honorable audience si vous avez des questions, vous les laissez vers la fin, comme ça on avance. Donc, Abdelmottaleb demande comment faire avec la presse. Bah, déjà, vous pouvez faire des communiqués de presse à l'avant. Vous pouvez aussi faire des insertions pub dans votre pays ou les pays de destination. Ça dépend de la presse que vous voulez. Vous pouvez préparer à l'avance des passages vidéo. Vous pouvez faire appel à une agence de relations presse qui va vous aider à faire ces placements-là. Mais normalement, sur les salons qui sont organisés par des institutions de promotion des exportations des pays, ils ont souvent la presse sur place. Donc, dans le coût, il y a aussi la présence de la télé, la présence de l'écrit, du digital, et ils font le tour. Mais prenez une agence RP pour vous aider à faire de la presse durant, avant et post-salon. Donc, je reprends la partie des invitations. Vous devez inviter premièrement tous vos clients existants, faire de la prospection et inviter les clients prospects, inviter les clients que vous avez vus les années d'avant, inviter, rentrer. Maintenant, il y a de l'hybride, ça veut dire il y a des espaces d'échange et de contact, de mise en contact qui sont principalement digitaux. Donc, Anuga, il a le Matchmaking 365. GoldFood, il a une autre plateforme qui peut être sur une application ou sur le web. Donc, vous avez le droit de prendre contact avec des personnes qui peuvent vous intéresser selon les indicateurs que vous voulez ou les secteurs ou le degré on va dire, de décision qu'ils ont. Et c'est important de diffuser cette information et de programmer à l'avance. Si vous êtes visiteur et ne faites pas le problème que j'ai eu durant le dernier GoldFood, c'est que j'ai pris énormément de rendez-vous et qu'en fin de compte, j'ai sous-estimé la marche entre les halls. Et c'était vraiment fatigant. Et donc, à la fin, j'ai dû m'excuser auprès de d'autres et de renvoyer d'autres au dernier jour parce que j'en pouvais plus. Souvent, quand on va chez quelqu'un, même si on a rendez-vous, il ne peut pas dire à celui qui était avant moi, Smahli, vous n'avez pas besoin de. Je ne peux pas vous parler, là, il y a mon rendez-vous qui va venir, il va vous faire patienter quelques minutes et ces quelques minutes vont avoir de l'impact sur le reste de votre calendrier. Donc, essayez d'être plus pragmatique et de ne prendre ou de les regrouper par rôle ou de faire en sorte que vous ayez les plus importants au début et les moins importants un peu à la fin. Et donc, donnez-vous aussi le temps de voir les tendances, d'aller voir, de prospecter sur le tas parce que souvent, vous allez voir des produits qui vont vous attirer et vous allez vous attarder dessus. Donc, le départ du personnel. Quand vous partez dans plusieurs salons, il faut avoir le visa. C'est pour ça que je vous demande parfois de le faire au moins 4 mois à l'avance. Si vous ne savez pas quels sont les salons que vous faites, vous attendez jusqu'à la dernière minute pour avoir le visa. Et c'est arrivé plusieurs fois pour les exposants et qui n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas eu de visa ou leurs collaborateurs n'ont pas eu de visa et qu'en fin de compte, ils ne peuvent pas avoir le même impact escompté. Donc, il faut acheter les billets d'avion, il faut sécuriser l'hôtel, il faut savoir combien de temps ça prend, quels sont les moyens de transport. Il faut que ça soit le plus programmé possible parce que le salon, c'est un investissement en temps et en argent et en énergie énorme. Souvent, les salons, ils sont entre 2 jours et 5 jours quand ils sont professionnels. Bon, pour les non professionnels, ça peut aller à plusieurs semaines. Et donc,
voilà, notre personnel est avec nous. On va dire, on est parti, on a un espace de 12 mètres carrés. On est 3 personnes qui vont partir, mais on a besoin de prendre les 3 chambres ou 2 chambres, ça dépend aussi des affinités et du budget. On vient à l'avance minimum. Quand il s'agit de quelqu'un qui a déjà fait la conception pour nous et tout ça, ben, on vient minimum un jour à l'avance. Quand il s'agit d'un salon où on va directement travailler avec des sous-contracteurs qui vont monter notre salon, ben, il faut venir 4-5 jours à l'avance et être là tous les jours pour pouvoir voir le stand se monter. Ben, quand on vient un jour à l'avance, ben, on a besoin de s'assurer que tout y est, de mettre les échantillons en valeur, de mettre les prospectus, de préparer les cartes visites, de bien essuyer, de voir que si c'est présentable, de prendre des photos, de communiquer dessus, et voilà, et de se préparer, de bien dormir la veille pour se réveiller le matin et être là avant tout le monde. Donc, il faut vérifier tout, mais vraiment tout. Si vous avez une démonstration qui est sur vidéo, assurez-vous que ça marche, que ça tourne. Est-ce que vous la voulez en boucle ou là en clic? Tout ça, il faut le vérifier avant le salon, avant le jour J. Donc, pourquoi en adapté? Voilà, c'était une de mes cartes visite en arabe. Et vous avez vu, moi, j'avais une carte visite avec la photo. Parce que souvent, moi, je me rappelle des prospects et les prospects ne se rappellent pas de moi. Donc, en fin de compte, j'ai mis la photo. Et maintenant, ils se rappellent. Je l'ai mis en arabe et en anglais. Et j'ai une autre en français et en anglais. Ça dépend des pays, mais principalement en anglais. Donc, je récapitule un peu. Donc, après requis, savoir animer efficacement une présentation commerciale pour un prospect étranger. On va, sur le contexte culturel et commercial, on va faire des points de vigilance et aussi dresser un profil de l'interlocuteur et l'attitude à adopter. J'ai eu, aussi une expérience où j'avais recruté quelqu'un en administrateur de vente qui devait faire un premier salon pour être en contact avec les clients et pour comprendre comment ça marche. Et qu'en fin de compte, il était beaucoup plus décontracté à l'attitude normalement adoptée. Il était plus jeune et un client m'avait fait la demande s'il était vraiment avec nous, c'était quelqu'un qui était là pour espionner. Donc, ça peut donner ça peut donner une mauvaise connotation à tout ça. Donc, les éléments à présenter, comme je vous ai dit, est-ce que vous avez une brochure, un flyer, une démonstration? Il faut les avoir. Les techniques de communication à utiliser, ben, vous pouvez toujours prendre vous poser la question, comment vous voulez qu'on vous contacte? Est-ce que c'est par email? Est-ce qu'on vous contacte par téléphone? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez prendre la brochure tout de suite? Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie par email après? D'expérience, à chaque fois que je ramène beaucoup de brochures avec moi, et notre brochure, elle était un peu lourde parce qu'il y avait la brochure, le classeur, si vous voulez, et après les fiches techniques par produit. À chaque fois, il fallait que que je fasse une distribution sur place parce que ça me faisait de la peine de voir autant d'argent aller dans les poubelles. Donc, essayez de ne pas avoir beaucoup, surtout parce que les gens ne les prennent pas souvent avec eux. Et par email, c'est beaucoup plus intéressant, ou sur CD ou sur clé USB si vous avez le budget pour le faire. Donc, au niveau stratégique, comme je vous ai dit, il faut absolument analyser le profil de salon, budget, est-ce qu'il y a des aides de financement, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, est-ce que c'est pour cette année, est-ce que c'est pour d'autres années. Sur ma stratégie, il y avait la Russie, et quand il y a eu un problème avec le rouble, bah, j'ai décidé de ne pas y être et de changer pour la Chine. Donc, c'est des informations, il faut être à l'écoute du marché et essayer d'en tirer le plus possible. Donc, fixer les objectifs de participation, nombre, chiffres, ce que vous voulez, et aussi le temps. Moi, je vous donne un conseil, c'est que définissez le cycle de vente de vos produits.
Si vous ne connaissez pas le cycle de vente de vos produits, vous allez vous mettre des objectifs qui ne sont pas réels. Et en fin de compte, vous n'allez pas les atteindre. Donc, si le cycle de vente de vos produits est de 6 mois, ça ne sert à rien de faire une évaluation 2 mois après. Parce que normalement, vous avez besoin de 6 mois pour pouvoir concrétiser votre vente. Bon, sélection des produits à présenter, comme je vous ai dit, il faut adapter au marché et constituer l'équipe salon, c'est très, très important. Donc, Allô? Oui. Ah, pardon. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Non, J'ai on vu. vous entend. Ah, d'accord, très bien. Oui. Donc, Vous avez dit qu'il faut désigner une équipe salon. il faut désigner une équipe salon, que ce soit pour la partie préparation ou pour la partie salon. Croyez-moi, pour préparer tout ça, c'est beaucoup de temps. Si vous voulez le faire vous-même, ça prend beaucoup de temps. Souvent, c'est un bon projet pour des stagiaires. N'hésitez pas à prendre des stagiaires que vous pouvez accompagner. Au moins, vous aurez un potentiel pour après. Et vous aurez une personne qui va être dédiée à réussir et de mettre en place toute la préparation du salon, que ce soit au niveau des échantillons, de la paperasse, mais aussi avec les équipes. Donc, sur le niveau opérationnel, le niveau humain, donc faire un briefing sur les règles de sécurité, quelle est la boîte à outils dont ils ont à faire, donc s'il y a un repérage événementiel, de la logistique, la douane, la fiscalité, tous ces éléments sont très importants pour pouvoir réussir le salon. Donc, maintenant, on arrive, on a tout fait le soir, on a vu le stand, on a revu tout ce qu'on a à faire, on a dîné, on a bien dormi, on se réveille le matin très, très, très tôt. Il faut aller au salon avant l'ouverture. Souvent, les salons commencent à 9 heures quand il s'agit d'Europe et ils commencent à 11 heures quand il s'agit des Émirats arabes unis. Donc, il faut se réveiller très tôt, être présentable et aussi prendre le petit-déj et aller au salon au moins une demi-heure avant les gens. Et ensuite, s'assurer que tout va bien. Si vous avez du café à faire, quand vous branchez la machine, vous remplissez l'eau, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça passe. Si vous avez des dégustations et que vous avez besoin de cocktails, de Q-tips, comment dirais-je, les sticks pour le cocktail, les mouchoirs, vous n'allez pas croire combien de petites choses sont importantes pour réussir une participation à un salon. Donc, vous soignez votre présentation, vous organisez une réunion de briefing avec l'équipe, avec les objectifs, vous leur expliquez l'emplacement de chacun, où est-ce qu'il doit se positionner. Si vous avez des échantillons, des freebies, des choses que vous voulez donner, ben, la personne doit être dans le couloir ou là en tête de couloir pour pouvoir ramener les gens. Donc, c'est à vous d'animer, de briefer votre équipe par rapport à tout ça. Donc, il faut absolument qu'il y ait un accueil au niveau des prospects. Une personne, dont on parlait d'hôtesse à l'époque, et l'hôtesse, c'est elle qui va diriger elle va être là, stable dans un espace pour dire, voilà, merci, est-ce que vous voulez patienter? Elle peut vous prendre, ou là si on est deux, ils peuvent vous prendre dans les 10 minutes qui vont venir. Je vous donne le prospectus, je reprends votre carte. Si vous ne pouvez pas venir, est-ce que vous pouvez remplir ce formulaire? On prendra contact avec vous à la fin de la journée. Il faut parler de tout. Il faut essayer d'avoir la meilleure expérience client parce que c'est le premier contact avec votre client et c'est le client qui est important pour vous. Vous ne faites pas ça pour la gloire, vous ne faites pas ça pour le tourisme, vous faites ça pour faire de la conversion. Et donc, vérifier les points d'approvisionnement de la distribution. Il y a des salons où on vient avec une centaine de cartes visites. Au bout du deuxième jour, il n'y a plus de cartes visites. Parce que c'est des salons où on vous prend des cartes visites à tort et à travers. Ben, il faut toujours avoir un stock supplémentaire. Sinon, normalement, les messes, les halls, il y a souvent quelqu'un qui va vous les refaire, vous lui donner soit le fichier. Donc, vous avez besoin de voir le fichier en drive ou là sur le cloud pour pouvoir lui envoyer pour faire des impressions.
Participez au moment clé du salon. S'il y a des conférences d'ouverture, allez-y. S'il y a des conférences de présentation, allez-y parce que c'est le réseautage. Vous allez voir ce qui se passe, vous allez aussi connaître les personnes. Essayez de ne pas venir à une seule personne au salon, ça se fait vraiment pas parce que la personne doit sécuriser, faire plusieurs tâches. Donc, l'animation de stand, la prise de rendez-vous, la dégustation, faire les conférences, le réseautage et l'espionnage, on va dire. Tout ça, c'est pas possible avec une personne. La veille concurrentielle. Exactement. On a besoin de cette veille concurrentielle, on a besoin aussi de voir les tendances du marché. Si les tendances vont être, je dis n'importe quoi, si les tendances sont en poche alors qu'on est en aluminium et on est en plastique, ben, il y a quelque chose à revoir dans notre stratégie. Si on est plus du clean label par rapport à des produits aux additifs, ben, on a des pistes d'amélioration. Donc tout ça, c'est important pendant le salon et voilà, c'est une vraie photo d'un salon à Singapour. Donc vous avez vu, il y a plusieurs produits, il y a l'étalage, il y a les produits qui sont à droite sur le présentoir, il y a les brochures qui sont disponibles, il y a le drapeau du Maroc pour voir que là, c'est l'origine Maroc parce que souvent, il y a plusieurs stands de plusieurs pays, on ne connaît pas quels sont les produits, enfin, on va faire goûter les produits. Il y a une autre façon d'attirer l'attention, des animations. Souvent, les animations ne sont pas possibles toute la journée. Ben, on va faire des animations à des heures de pic pour pouvoir ramener plus de personnes vers le pavillon. Ça, c'était une animation sur le stand le pavillon du Pérou. Donc, les cooking shows, présenter vos produits avec le cooking show, ça c'était à Dubaï. Et donc, il y avait chef Rachid, qui était master chef, qui faisait de la démonstration de l'utilisation des produits des exposants dans plusieurs recettes. Et donc, il m'avait fait une présentation des mini poivrons farcis au fromage. Intéressant. Donc, comme je dis pendant le salon, bon, la gestion du stand, les recrutements des extras, vous ne pouvez pas être seul. La mise en œuvre des règles sanitaires, vous ne pouvez pas mettre du charbon quand il s'agit de ne pas mettre du charbon. On ne pouvait pas utiliser de l'eau s'il n'y a pas normalement de prise d'eau. Il faut être très, très important. Donc, la gestion de la veille concurrentielle, encore une fois, l'accueil et la prise en charge des clients. Il faut que les clients aient un interlocuteur. Il faut qu'il soit pris en charge dès qu'ils rentrent. Il faut que l'expérience client soit très, très importante. Donc, quand il y a le cas de vente de produits, allez-y. Et essayez d'afficher les prix à l'avance. Donc, communication avec les journalistes parce qu'ils vont faire le tour. Il y a souvent des journalistes mandatés, comme je disais, par l'organisme qui fait de la promotion. Il y a des journalistes qui vont venir qui sont de l'organisateur pour essayer de dénicher quelles sont les nouveautés ou les produits intéressants. Et voilà. Et donc, à la fin de chaque journée, il est très important d'attendre jusqu'à la fin. Donc, n'essayez pas de sortir à 4 heures parce que le métro de 6 heures est plein. Il faut rester à la fin. Vous êtes dans un stand, vous êtes dans un salon professionnel. Le plus important, c'est de réussir le salon. Et souvent, il y a des personnes qui attendent jusqu'à la fin pour faire le tour parce que durant la journée, c'est vraiment hectique. Et à la fin de la journée, on va reprendre l'équipe, on va faire le debrief, on va savoir quel est le nombre de personnes que nous avons reçues. Est-ce que c'était des personnes qui étaient préprogrammées ou c'était des personnes que nous avons eues, donc organiques qui passaient du passage. Quels sont les produits qui les intéressent le plus? On va voir, je dis n'importe quoi. Si les gens qui sont intéressés beaucoup plus avec le piment, le lendemain, on va changer. On va faire de la dégustation de piment au lieu de dégustation d'olive pour pouvoir attirer plus de personnes parce que c'est représenté. Quels sont les pays qui ont été représentés? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ceux qui ne sont pas venus, on va les relancer. Et il faut assurer toute cette partie-là avant la clôture du salon. Donc, Avant d'arriver à la clôture, Hicham, oui, qui demande comment gérer le passage de plusieurs clients. Comme je suis en train de gérer le flux de messages, juste pour rigoler.
il arrive. Ça dépend déjà de la configuration de votre stand. Si vous avez un stand avec 2 tables, vous pouvez toujours avoir un espace d'attente. Si vous n'avez pas de table, vous avez besoin de communiquer avec le client, vous lui dire je suis désolée, j'ai déjà un rendez-vous qui va durer 30 minutes, si vous pouvez revenir. Sinon, il ne faut jamais laisser un client avec lequel vous parlez et adresser un autre. Ça ne se fait pas. Donc, soit vous lui demandez vous vous excusez auprès de lui, de prendre 2 minutes pour parler à quelqu'un et de revenir, mais impossible de laisser, c'est du no-no. Il est venu, il a donné de son temps, vous devez le traiter comme tel. Et les clients sont très importants, ils vont se rappeler de tout ça. Donc, vous lui dites, excusez-moi, est-ce que c'est quelqu'un, je veux juste dire bonjour à quelqu'un que j'ai raté pendant plusieurs fois cette journée. Si vous pouvez me donner 2 minutes pour lui parler, il va vous dire certainement OK et vous allez prendre le temps de vous le faire. Il y a d'autres personnes qui vont voir que vous êtes très occupé et que vous êtes en train de parler de la température ou que c'est pas vraiment. Il va s'excuser, il va vous dire, je vois que vous avez beaucoup de personnes, je vais partir, je vais vous laisser le temps de les voir, on pourra se parler avant. Vous pouvez toujours proposer à vos clients ou vos clients de les revoir autour d'un dîner ou un salon. C'est souvent ce qui se fait durant le salon, c'est qu'on va programmer même les dîners des jours de salon avec des clients très importants qui vont faire un passage assez rapide à votre stand pour voir quelles sont les nouveautés, mais vous allez parler plus de détails durant le dîner. Et ça, c'est tout à fait, c'est ce qu'il faut faire. J'aimerais rebondir sur l'animation. Vous m'avez raconté une anecdote là que vous voulez faire l'animation avec des danseuses. Ah ouais, ouais. Bon, il y a quelques années, déjà le salon, il y a un salon agroalimentaire à New York qui s'appelle le Fancy Food Show. Et donc le Fancy Food, c'est chaque année, c'est des produits de spécialité et que c'est normalement le dernier dimanche de juin. Et durant cette année-là, le Javits Center, le lieu où se faisait le salon, était en reconstruction et le salon a été bougé à Washington, D.C. Donc, premièrement, c'est pas quelque chose, les fournisseurs, les clients, ce n'est pas là-bas qu'ils sont. Ils sont principalement à côté de New Jersey et tout le reste. Et donc, on n'est pas dans notre environnement, je vais dire. Donc, deuxièmement, il y avait le football. Je ne me rappelle plus si c'était le Champions League ou si c'était quelque chose comme ça, bon, ou à l'international, le World Cup. Mais on avait aussi le football et que vraiment, on ne savait pas quoi faire donc, pour intéresser les gens à venir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Deuxièmement, on a opté pour 2 choses. Premièrement, de faire un écran et de faire une diffusion, de prendre Internet, le câble, tout ce qui va faire pour faire une diffusion des matchs en live. Et ça peut nous garantir déjà de ramener des personnes de l'autre côté parce qu'on était au fond du salon. Et aussi de préparer des danseuses orientales qui vont faire le tour des couloirs. Les danseuses orientales n'ont pas été acceptées par les organisateurs, ils sont venus et on ne pouvait pas. On n'avait pas le droit d'utiliser les couloirs, on avait juste le droit d'utiliser l'espace qui nous est approprié, qui était très petit, donc on les a payés, ils sont partis. Ça aurait dû faire le buzz là, et tout le monde Exactement. venir chez vous. Et donc, normalement, sur le salon, je reprends la question d'Abdelmoutalib. Essayer de sortir du box, essayer de réfléchir différemment, de créer le buzz, de faire quelque chose de nouveau, parce que c'est ça qui va faire la différence entre vous et vos concurrents. Et les gens s'en rappellent. Je ne sais pas si vous le faites, mais moi, durant tous les salons, j'ai toujours des cadeaux pour mes clients. Donc, je les prépare à l'avance, je les prépare. Parfois, ils sont personnalisés, parfois, ils ne sont pas personnalisés, mais au moins, s'ils sont personnalisés, ils ont au moins le logo de ma société. Si ça peut être des cadeaux qui ne sont pas chers, je ne sais même pas si je l'ai ici sur mon bureau, mais bon, il y a quelques années, j'avais fait faire, comme je suis à Marrakech, vous voyez, il y a des blocs,
comment dirais-je, stop pour les books, pour bookmark. Donc, pour arrêter l'espace où vous lisez un livre. Et donc, j'avais fait ça au nom des personnes et avec une photo du Maroc. Ça rappelle le Maroc. Et ensuite, j'avais fait leur nom en arabe. Et quand je pars les voir, je vois sur leur bureau leur nom écrit en arabe parce ils n'ont pas l'habitude de… C'est quelque chose de très simple qui ne coûte pas très cher, mais qui a beaucoup d'impact. Et c'est ça que vous voulez qu'ils se rappellent de vous. Donc, il y a Mehmet, il dit, est-ce que la même procédure à faire par Par un rapport salon? à, est-ce qu'on prépare de la même manière un salon professionnel et un workshop académique? Je ne comprends pas ce que c'est qu'un workshop académique, mais j'imagine que c'est Je sais pas, différent. dans un séminaire, mais c'est tout à fait différent. On peut me faire mettre des, je peux vous répondre là parce que je suis enseignante et j'assiste à des séminaires. On peut mettre des stands, on peut exposer des produits du terroir, mais ça n'a rien à voir avec un salon ou une exposition ou une foire. Donc, Très bien. voilà. Houdé, j'aimerais vous demander comment vous faites pour récolter les renseignements sur vos concurrents durant le jour J, je voudrais dire. Pour mes concurrents, Oui. sincèrement, je vais vous dire ce que je pense. Moi, je fais beaucoup de la veille chiffrée, on va dire. Donc, on va dire, j'ai souvent entendu dire, les Égyptiens, ils sont en train de vendre des tonnes et des tonnes de produits, et ils sont en train de prendre votre marché, votre part de marché. Moi, je vais acheter une base de données qui va avoir les importations d'un produit très spécifique, parce que normalement, on vend avec une position douanière, une nomenclature douanière, et je vais me renseigner à qui sont les fournisseurs de ce pays-là ou ce client-là de ce produit, et je vais faire les chiffres. Et ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est totalement différent. Donc moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup chiffres, et je vais faire de la veille réglementaire, je vais me renseigner. J'ai mon réseau d'agents, j'ai mon réseau de concurrents, on est tous, on se parle tous, donc on a des informations sur le marché, on s'aide. Donc, si vous pensez que vos concurrents sont principalement, vous êtes en compétition avec eux, c'est pas toujours vrai. Parfois, vous pouvez vous partager des informations et des astuces pour pouvoir anticiper les shifts des marchés. Et, c'est de la data, c'est principalement de la data. Sur les salons, ça peut être des produits qui attirent, mais qui ne font pas beaucoup de volume. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut du volume ou est-ce qu'on veut de la marge? Pour moi, la marge est plus importante, parce que le plus important, c'est j'ai fait un effort commercial, combien reste dans ma poche? Et c'est pas combien j'ai vendu. Comment protéger mes clients des autres concurrents? C'est la qualité de service. Vous pouvez vendre le même produit, si vous n'avez pas le meilleur service, la meilleure qualité de service et le relationnel, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'il y a des clients, même quand il s'agit de mauvaises années, il y a des clients qui veulent juste garder la relation avec vous. Et moi, je l'ai vu, les prix du Maroc sont très, très chers par rapport à d'autres marchés. C'est souvent le cas quand il s'agit de concurrence internationale. Ils vont partir chez d'autres marchés. Vous ne pouvez les récupérer qu'après, on va dire. Mais ils demandent toujours à garder une relation, même petite, avec quelques commandes pour maintenir votre relation. Donc, c'est la qualité de service. D'accord. Houdé, on passe maintenant disons, à la dernière partie. C'est l'après-salon. Une fois le salon terminé, il est temps de ranger le matériel et de démonter le stand. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Ben, déjà sur le temps, le démontage commence le dernier jour. Donc, vous savez que vos échantillons, normalement, si vous voulez les rapatrier, ben, il faut faire la procédure pour le rapatriement. Ce n'est pas toujours évident, ça coûte souvent très, très cher. Donc, normalement, quand il s'agit de produits agroalimentaires qui n'ont pas une grande valeur, ben, on va les donner, on va donner des échantillons à tout le monde qui passe chez nous, mais aussi euh, on va donner aussi ce qui reste à des associations qui vont faire le tour, et donc ils vous donnent un formulaire à remplir et on le met là-bas. Donc, on démonte, on prend ce qu'on a à prendre. Est-ce qu'il y a du matériel, de l'affichage que vous voulez garder comme souvenir? Il faut démonter le jour même.
Donc, faire la pointe sur la participation des concurrents, combien de concurrents étaient sur le salon, est-ce qu'on a une forte concurrence sur ce marché-là, quels sont les produits qui passent le plus, qui ne passent pas le plus, pour essayer d'adapter aussi votre langage pour la communication post-salon. Donc, établir un bilan de participation sur le tas et proposer des améliorations. Ces améliorations, ils doivent être le point de départ pour les prochains salons auxquels vous allez participer. Et donc, relancer les prospects intéressés, ça dépend comment vous allez gérer les choses. Moi, normalement, quand c'est quelqu'un qui est super intéressant, c'est le jour même. Donc, je rentre le soir, je renvoie un email avec les informations pour essayer de voir s'il y a une possibilité d'un retour un deuxième jour pour pouvoir finaliser et d'accélérer, comme je vous disais, le cycle de vente. Donc, il faut, c'est le debriefing approfondi, donc détail du détail du détail, et il faut écouter les participants qui étaient avec vous, que ce soit l'hôtesse, que ce soit la DV, que ce soit la qualité qui a fait le tour. Donc il faut écouter tout le monde et voir quelles sont les choses qui marchent le mieux ailleurs, quelles sont les choses qui n'ont pas très bien marché chez vous, quelles sont les choses qu'il faut garder pour les prochains. Donc ces fiches de prospects, vous vous rappelez, on avait des fiches de prospects, soit s'ils ne sont pas encore informatisés, informatisez-les. Il faut les rentrer sur votre CRM pour comme ça, vous pouvez les revoir. Et il faut contacter les prospects souvent en moins de 2 semaines. Parce que quand il y a plus de 2 semaines, ils vont oublier qu'ils étaient là, ils vont aller au prochain salon, ils ne vont pas vous se rappeler. Donc, normalement, après salon, vous en êtes pour 1 mois à 2 mois de relance. Vous allez avoir des prospects qui vont répondre rapidement, vous allez avoir des prospects qui ne vont pas répondre rapidement, auxquels vous devez encore, vous devez aussi les relancer. À chaque fois que vous introduisez un nouveau produit ou service, ils vont vous demander énormément d'informations, de papiers, de qualité, de certification. Donc, il faut avoir le personnel pour. Si vous n'avez pas le temps de le faire, il faut avoir une personne avec vous qui va s'occuper de cette partie-là. Ces personnes-là doivent parler la langue des clients. Si c'est de l'anglais, il faut quelqu'un qui parle parfaitement anglais. Si c'est de l'espagnol, parfaitement espagnol. Et souvent, c'est là où il y a un problème dans nos pays, c'est que les gens ne parlent pas assez bien les langues et qu'en fin de compte, c'est lost in translation. Donc, on perd beaucoup sur la traduction et ils préfèrent. J'ai eu des personnes qui nous ont dit, nous, on voulait travailler avec le Maroc, ça fait des années, mais on n'a trouvé personne qui parle espagnol. C'était pas tout le nord du Maroc parle espagnol, il suffit de recruter la bonne personne. Et donc, il faut faire le bilan, il faut, sur le plan d'action, essayer de mettre les actions assez rapidement, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau de la traduction des éléments, et c'est important pour la continuité. Donc, le bilan économique à 6 mois et à 12 mois, pourquoi c'est important? Comme je vous disais, vous avez un cycle de vie de vos produits. Et donc, il y a des clients qui vont venir durant le salon parce que vous les avez préparés, parce que c'est le jour où vous voulez renégocier les prix. Il y a des clients qui vont venir 3 mois après le salon, ça dépend de la technicité de vos produits. 6 mois et à 12 mois, c'est important. Et donc, vous avez ce qu'on appelle un win rate, donc le taux de conversion, de transformation des offres en contrat. Et c'est indispensable pour connaître. Je disais, moi, j'avais une liste de salons. On avait fait un travail avec une stagiaire qui avait fait Lifetime Value of Clients. Où est-ce qu'on a pris les clients, tous les clients qu'on avait, on a fait où est-ce qu'on les a rencontrés, quand est-ce qu'on les a rencontrés, quand est-ce qu'on a concrétisé, combien de temps ça nous a fait et quelle est leur valeur jusqu'à aujourd'hui, combien ils ont acheté jusqu'à aujourd'hui et quelle est la projection de la lifetime value. Et on a décidé en fonction de ça, de taux de conversion des salons pour pouvoir choisir quels sont les salons qu'on veut pour nos objectifs, que ce soit qualitatif ou quantitatif. D'accord. Donc, Houdé, si vous avez fini avec la présentation, est-ce qu'on peut passer à j'ai quelque chose par rapport à l'espionnage.
Donc, à la veille concurrentielle sur chaque salon, il y a quelque chose qui s'appelle What's New. Quelles sont les tendances du marché? Qu'est-ce qui est nouveau? Parce que souvent, sur les salons, il y a des compétitions sur l'innovation. Et donc, faites un détour, même en fin de journée, pour aller voir quels sont les produits qui sont nouveaux. Ça vous donnera une tendance de marché. Et voilà. Donc, ça, c'est le contact pour Gaetiva si vous avez besoin de plus d'informations. Et j'attends vos questions surtout. D'accord, oui. Donc, vous avez vu, honorable audience, que la participation réussit à un salon d'exposition, à un salon de commerce, passe obligatoirement par une bonne organisation en amont et en aval. Donc, je vous laisse. Donc, on passe pour la session questions-réponses. Sabrine, pour ceux qui veulent aussi peut-être prendre la parole, c'est possible d'activer leur micro, seulement pour information pour tous. D'accord. Vous pouvez activer vos micros, s'il vous plaît, pour plus d'interaction. Je vois Dr Nadir Azizi qui a dit qu'il a raté quelques slides à cause d'Internet. Vous me direz quels slides, je vous les envoie, il n'y a pas de souci. Je rappelle que c'est une formation normalement qu'on fait sur Gaetiva sur 2 jours. 2 jours de formation intense. Et donc, avec les exemples, avec les mises en situation, avec aussi plein d'exercices pour pouvoir mieux préparer le salon. Parce que c'est pas évident de le réussir à chaque fois. Et comme je vous disais, il y a plusieurs salons où vous allez partir pour la première fois juste pour leur faire coucou et dire je suis là et revenir l'année d'après et commencer à concrétiser. C'est pas évident. Si vous avez un budget qui est très limité, utilisez autre chose pour la prospection hors salon. Leïla, je pense que vous avez la main sur les microphones parce qu'il y a Inès là qui ne peut pas activer son micro. C'est bon, c'est bon. Je suis là. Là, voilà. J'aimerais bien ajouter un petit conseil. Ça fait 25 ans que j'encadre les exposants sur les salons internationaux. Je représente Messe Frankfurt. On a 150 salons au monde entier. Pour quelqu'un qui n'a jamais participé à un salon d'une grandeur de 2000 exposants et plus, je conseille de visiter le salon avant d'exposer la première fois. D'accord. Voilà, ça c'est, je pense, le premier conseil que je peux donner. Et de plus, nous avons établi des grandes mesures de sécurité sur les salons qui vont se dérouler bientôt. Il y a Automechanica à Dubaï et Beauty World à Dubaï et les salons qui commencent en janvier en Allemagne. Et par exemple, ce qu'on a programmé, c'est un enregistrement complet pour tous les visiteurs. Il est très important de planifier la participation au salon longtemps à l'avance et aussi de rechercher bien les clients potentiels parce qu'il y aura peut-être des allées entre les stands jusqu'à 6 mètres de largeur. Alors, ça sera très compliqué pour le client d'entrer dans le hall et de trouver par hasard l'exposant. Alors, une planification comme Houdet, dans cette excellente présentation, l'a déjà mentionné, est évident. D'accord, merci Inès. Oui, Sabrine, j'ai une question. Donc, oui. Ma question maintenant, on parle des salons professionnels et peut-être à cause du Covid, les salons sont reportés ou quelquefois annulés. Donc, Houda, si ma question a deux volets. Première chose, peut-être on parle des salons 2021. Donc, pour les entrepreneurs qui s'intéressent au commerce international actuellement, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se préparer pour les salons peut-être l'année prochaine? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, il y a aussi le concept de salon digital. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe? Et pour ce cas, est-ce que la préparation et le processus, c'est le même ou il y a des choses qui sont différentes? Ben,
Effectivement, pendant 6 mois, il n'y avait pas de salon. Et pour ceux qui ont repris, ils ont mis des mesures sécuritaires et sanitaires très, très importantes pour assurer les flux. Euh, pour vous dire, moi, j'étais à GoalFood juste avant, parce qu'avant, GoalFood, c'était en février de cette année. Et donc, on a eu un salon pendant les premiers jours qui n'était pas à l'habitué, à l'accoutumée beaucoup de personnes, parce que les gens avaient peur de la pandémie, ils ne sont pas venus. Donc, à l'époque, on l'a pas pris vraiment au sérieux pour vous dire la vérité. On était là, il y avait des personnes avec des masques, des personnes sans masque, mais il y avait quand même des mesures de sécurité qui étaient là-bas. Le gel hydroalcoolique était partout. Les, les stands, malheureusement, il y avait de la discrimination pour les Chinois ou les Asiatiques. Et donc, il y a certains qui ont mis je suis du Taïwan et je ne suis pas chinois pour qu'ils puissent visiter leur stand. Donc, c'est vraiment une vraie problématique de gestion, de distanciation physique et sociale parce qu'on devient très discriminatoire. J'ai vu qu'il y a des salons qui ont repris, des salons qui sont passés en virtuel et des salons qui sont toujours en présentiel et qui ont donné déjà des informations par rapport à comment dirais-je, par rapport à ce qu'ils vont faire en tant que salon. Mais je l'ai sur mon téléphone. J'ai vu aujourd'hui, il y avait Safe Business by IAG. Donc, sur l'Expo, ils ont mis préférence de Contactless Payment System. Donc, vous n'avez pas besoin, c'est juste avec la carte sans contact. Donc, le flux de management centralisé par le Digital Tracking et le contrôle des sites. Donc, il y avait énormément de choses qui ont été mises en place. Maintenant, ce que vous allez voir, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, qu'est-ce que vous allez voir comme tendance? Il y aura beaucoup plus d'hybrides. On peut jamais remplacer le contact humain et l'humain, il oublie rapidement, n'oubliez jamais ça. Parce qu'après cette pandémie, après la réouverture, on va se rappeler juste des derniers mois et qu'en fin de compte, on va reprendre nos habitudes avec un peu plus de précaution. Mais si on c'est pas affiché un peu partout qui nous rappelle tout le temps, on va reprendre nos mêmes habitudes. Donc, maintenant, c'est l'hybride qui va avoir place. On va avoir des salons qui sont sur le présentiel, mais aussi ils ont une partie digitale. Comme je disais, il y avait du digital sur la Nougat, il y avait du digital sur d'autres, et on va voir beaucoup plus de salons digitales. Leïla avait participé avec nous à un salon, on va dire, c'est pas un salon, c'est plus une conférence qui s'appelait Second Life, dont j'étais avec l'équipe organisatrice de BF, Emerging Business Factory à Marrakech, qui parlait de l'industrie. C'était principalement la vie après le Covid, avec un focus sur les industries créatives de la région. Et il y avait une foire, il y avait un espace d'exposition, un espace workshop et un espace main stage, donc avec tout ça. Donc, et c'était important de voir que les gens, ils ont commencé à dire, bah oui, on peut faire un salon, on peut se rencontrer virtuellement parce qu'on avait un peu plus de 700 personnes qui étaient avec nous de 9h du soir jusqu'à 3h du matin. Donc, on peut, sachant que c'était un salon qui a été fait rapidement, il n'y avait pas beaucoup de communication en externe, mais où il y a eu une attente de tous ces objectifs. Ça, c'est important. Donc, on va voir de l'hybride, mais on va voir aussi du virtuel. Dans ce cas-là, ça serait une bonne occasion de vous annoncer que notre cabinet, le Creativa Consulting Group, avec un autre cabinet partenaire avec lequel on travaille depuis quelques années, nous sommes dans la phase de lancement d'un nouveau concept de salon agroalimentaire virtuel. Et donc, pour septembre, ça sera pour le 8 et 9 septembre, dès qu'on a le site qui est finalisé, je le partage sur notre site web et aussi sur nos réseaux sociaux. Même si c'est pas... Pardon ? Même si ce n'est pas vraiment très évident parce qu'on a besoin de déguster quand il s'agit d'un salon en agroalimentaire. Mais
c'est aussi une occasion, non pas pour la partie exposition et démo, il y a aussi la partie, on va dire, information et inspiration. Parce que sur le salon, il y a plusieurs conférences, des lives et des webinaires où on va parler des tendances prochaines. Oui, Omar m'a dit dégustation virtuelle. Effectivement, on va faire de la réalité augmentée. On y a pensé déjà. Et il y a possibilité de faire des choses. Et on est en train de voir toutes les tendances, d'avoir des partenaires qui peuvent ramener ces nouvelles expériences et fast, on dit future forward, donc ce futur à aujourd'hui pour pouvoir anticiper ce qui peut arriver. Mais réellement, l'objectif, et pour moi, nous, quand on l'a conçu au début, quand on en a réfléchi il y a quelques années, c'était principalement le meilleur retour sur investissement. Les salons, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'argent. Et maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, parce que souvent, il y a des personnes qui sont sur des listes d'attente pendant des années, ils n'arrivent pas à accéder à ce salon-là, ils ne peuvent pas exposer, ils ne sont que visiteurs. Et ce n'est pas le même impact, mais là, c'est plus accessible, c'est plus dématérialisé et c'est beaucoup plus simple parce qu'on est sur 2 jours de conférence, on va dire, mais une application qui va durer 2 mois de lead generation. Donc, vous pouvez entrer en contact avec vos prospects pendant 2 mois. Et c'est tout le système de valeur. Il y a Inès qui dit les salons virtuels restent un instrument additionnel. Le client doit toucher, déguster, faire connaissance du producteur pour faire confiance. C'est ce qu'on vient de dire, oui. Exactement. Donc, on arrive à la fin. Donc, je suis vraiment aimablement ravie de modérer ce panel. Excellente présentation, Houdet. Merci Bridges to the Future. Merci Laïla pour l'invitation. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et vraiment, il ne manque qu'un verre de thé marocain pour l'ambiance conviviale. Mam, je t'aime beaucoup. Merci pour l'encouragement. Merci à tout le monde. Merci. Merci Sabrine pour la modération, c'était très intéressant, merci beaucoup. Merci beaucoup Houda. La vérité, j'ai participé une seule fois à un salon et la vérité, c'était pas réussi, c'était très raté, mais là je comprends toutes les erreurs que j'ai faites. Oui. Merci beaucoup. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, ça sera réussi. Merci pour tous qui ont participé avec nous aujourd'hui. On est à 2 heures et la vérité, ça passe rapidement. Ce n'était pas aussi simple de clôturer, mais merci beaucoup pour la participation de toutes et de tous. Pour vous informer, il nous reste un seul webinaire dans le cycle Start C19 et qui sera le 17, c'est-à-dire le mercredi suivant, sur la stratégie d'entreprise de post-crise. Donc, comme si vous remarquez, il y a 10 jours de différence entre les 2 webinaires et l'idée, c'est quoi? C'est pour vous permettre aussi de digérer tout ce qu'on a fait en termes de contenu, en termes de compétences et en termes aussi d'outils que vous pouvez utiliser. Et l'objectif, c'est de revenir le 17 pour vraiment discuter et vous allez avoir un expert international en stratégie d'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir et de préparer votre stratégie de lancement. Donc, par ça, je vous dis à très bientôt. Demain, pour ceux qui sont intéressés, il y a une table ronde qui sera organisée. Nous, on est co-organisateurs pour la ville de Fès et pour la stratégie de relance Fès avec quelques décideurs. Donc, tous ceux qui veulent participer, vous pouvez nous envoyer des emails si vous n'avez pas reçu nos invitations. Donc, je vous dis très bon dimanche. Merci à tous. Merci à Sabrine. Merci beaucoup à Houda. Merci à tous ceux qui sont avec moi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bon week-end. Également et bon début de semaine demain. Au revoir.